Salut à tous, écoutez, on est ravis de vous retrouver pour cette 3e émission des gens qui s'aiment. Aujourd'hui, on va parler de l'école, et pas de n'importe laquelle des écoles, c'est l'école démocratique. Ce sont ces alternatives à l'école, en fait, qui permettent de repenser la place de l'enfant, de l'adulte aussi, et des interactions possibles entre tout ça. Donc on va tout de suite aller rentrer. Il y a Yazid et David, les deux fondateurs, qui vont nous accueillir. On va aller voir ça, on va les questionner. Salut Yazid. Ça va? Je dois enlever mes chaussures? Ouais. C'est la règle initiale ici. Pas de soucis. Au moins c'est convivial quoi. Bah ouais, c'est ça. Jamais Marcel. C'est sympa. Bon alors, ici on est à l'école démocratique. Ouais, exactement. Okay. Ça consiste en quoi l'école démocratique? Bah écoute, c'est une école un peu particulière, donc qui ne ressemble pas vraiment aux écoles qu'on a l'habitude de voir en France et ailleurs. Donc c'est une école, donc, pour le dire de façon un peu brève, qui est libérée des classes d'âge, emploi du temps, programme, rythme scolaire et évaluation. Donc en fait c'est une école dans laquelle les enfants sont libres de définir eux-mêmes leur parcours d'apprentissage en choisissant leurs activités, leurs passions, leurs centres d'intérêt, sans aucune forme de coercition exercée par les adultes. L'idée étant que les personnes viennent au monde naturellement apprenantes, et qu'on n'a pas besoin de leur apprendre à apprendre. Donc elles arrivent au monde, elles apprennent à marcher, à parler, à manger, à faire tout un tas de choses entre 0 et 3 ans, naturellement, sans qu'on pense à leur attribuer un professeur. Et nous, on considère qu'il n'y a pas de raison que cet élan vital s'arrête subitement à 3 ans. Okay. Et donc, très naïvement, en fait, on se dit qu'il n'y a pas de raison que ce qui est vrai entre 0 et 3 ans ne soit pas après. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de salle de classe. C'est pas une école, en fait, l'école démocratique. C'est une école, mais au sens grec du terme. Tu sais, l'origine du mot, c'était scolé, ouais. Qui, en fait, renvoie à la notion de loisir, en fait. Et ça ressemble finalement en fait à l'origine étymologique du terme, c'est-à-dire qu'ici on retrouve le véritable sens de l'apprentissage, qui est donc de toute façon indissociable de la notion de plaisir et d'envie et de motivation intrinsèque. Parce que c'est là en fait que notre conviction est importante, c'est que nous on pense vraiment que l'apprentissage n'est réel qu'à condition qu'il y ait une véritable motivation de la personne à aller vers son sujet, vers sa thématique, vers son activité, tu vois. Tout au contraire de ce qui se passe dans une école traditionnelle ou classique, ou comme on veut l'appeler, dans laquelle tu vas plutôt être forcé à rentrer dans un moule, tu vois, où on va t'expliquer quelles sont les disciplines qui valent le coup d'être approfondies, le rythme auquel il faut qu'elles le soient, les évaluations auxquelles il faut que tu te soumettes pour valider ton niveau, etc., etc. Alors que, tu vois, nous on considère que c'est simplement dans une interaction libre et non contrainte avec le monde extérieur, avec les gens qui t'entourent, que tu apprends, que tu découvres. D'ailleurs, on en fait l'expérience tous les jours en tant qu'adulte, tu vois. Et donc nous on considère que voilà, il n'y a pas de raison on prive les enfants en fait de ce privilège, si tu veux, d'apprendre librement, à leur rythme, ce qu'ils ont envie d'apprendre, et donc en fait de se construire comme individu de cette façon-là. Alors tout ça justement c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, on va pouvoir l'explorer ensuite lorsqu'on va rejoindre David, Clara, Felipe et Nathalie, oui. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, ne serait-ce que pour nous, pour comprendre tout ce fonctionnement, pourquoi placer la démocratie dans l'école, et je t'invite à aller les rejoindre, on va aller discuter de ça avec eux tout de suite. Allons-y. Allez go. On est ravis d'être ici au sein de l'école démocratique de Paris avec David, tu étais l'un des deux fondateurs de l'école, avec Yazid, un des trois. Ouais. Et Clara, qui a fait un super documentaire qui s'appelle Être et devenir, qui parle justement de cette nouvelle forme de scolarité qui n'en est pas une en fait. Et qui n'est pas du tout nouvelle. Ok. D'accord, dont on va pouvoir discuter. Et il y a bien sûr Felipe qui s'est pas mal intéressé justement au documentaire puis au livre qui porte le même nom, Être et devenir, dont on va discuter un peu aussi. Et enfin Nathalie, qui présente une super initiative qui s'appelle les Fourmis Vertes, voilà, qui est une initiative d'éducation populaire à l'écologie. Par Marie-Noël Bott. Voilà, donc on va pouvoir discuter aussi. Mais je pense d'ailleurs qu'on va commencer assez rapidement avec ton film et ton livre, parce qu'ils vont nous permettre de mieux comprendre le sujet, justement.
alors, on appelle ça déscolarisation, mais peut-être que le mot est biaisé. Ça vaudrait le coup d'expliquer quel est ce parcours et pourquoi on en vient à découvrir plein d'écoles en France maintenant qui s'ouvrent sur ce thème-là. Ouais. Des écoles démocratiques où on pratique les apprentissages autonomes. En fait, déscolariser, ça sous-entend que tu as été à l'école et que tu en sors. Non scolarisé, voilà, c'est apprendre comme tu l'as appris depuis la petite enfance. Les deux apprentissages les plus compliqués qu'on ait jamais à apprendre de notre vie, c'est la marche et la parole. La langue maternelle, mais éventuellement les langues de la famille et de l'entourage. Et on les fait en vivant, en observant, en imitant, parce qu'on a envie de s'insérer dans la société et qu'on est automotivé. Donc en fait, cette philosophie, c'est de continuer d'apprendre de cette façon-là, ne pas interrompre, c'est suivre le rythme de l'enfant, c'est le laisser choisir pour lui-même ce à quoi il a envie de consacrer du temps. Et donc ça peut être sans lieu, enfin dans la vie, voilà, dans le grand bain de la vie, comme le dit André Stern, qui est un enfant de 45 ans qui n'est jamais allé à l'école et qui a écrit un livre sur son expérience. Et ça peut être aussi dans une école démocratique, donc il y en a de plus en plus et je m'en réjouis. Il y en a 3 à Paris, il y en a partout dans le monde, partout en France. Et toi, Felipe, justement, tu t'es intéressé à ce livre et au film, justement. Oui, carrément. J'ai découvert l'enseignement autonome. Et en fait, ça me rappelait un peu mes vacances quand j'apprenais à la campagne. Je voyais des insectes, des animaux, comment les choses fonctionnent en permaculture, par exemple, la pousse des haricots, tout ça. C'était vachement bien. Et quelque part, je me demandais si l'attention des enfants ne pouvait pas être quelque peu perturbée par des choses qu'on voit aujourd'hui autour de nous, par exemple la télévision, les réseaux sociaux et ce genre de quelque part de moyens de communication qui vont happer l'attention des enfants pour pas se concentrer dans leur propre rythme et leur propre apprentissage. Est-ce que la télévision, par exemple, n'est pas un grand perturbateur dans ce type d'expérience ? Peter Gray, qui est un chercheur à Boston College, a beaucoup écrit sur ce sujet. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en ciné-échange à Montréal et à Los Angeles. Et il est dans le livre. D'ailleurs, il a un blog où il parle énormément de ces questions-là, parce qu'il a fait ses recherches à Sudbury, donc qui est une école démocratique aux États-Unis, sur le modèle de laquelle sont basées beaucoup d'autres écoles démocratiques dans le monde, et également dans le monde du unschooling. Et ce qu'il répond, en fait, c'est que si on y va par défaut, oui, absolument, il y a un souci. Mais s'il y a tout un menu de possibilités, comme c'est le cas dans la vie, dans le monde du unschooling, tu es constamment exposé à d'autres personnes, à des choses qui sont en train de se passer, qui vont te happer beaucoup plus finalement qu'un écran. Je pense qu'il y a énormément de peur dans ce que tu dis. Mais oui, l'écran a un certain pouvoir, mais la vie aussi. Et donc, si tu choisis d'aller à un écran, ce sera vraiment un choix, parce que c'est ce que tu choisis de faire à ce moment-là. Mais quand tu regardes des enfants qui sont libres de leurs mouvements et de leurs activités, c'est d'eux-mêmes que, voilà, c'est terminé, ils se lèvent et ils passent à autre chose, en fait. Tu vois pas des enfants qui sont scotchés à un ordi et il faut les en arracher, en fait. Ça n'existe pas. Donc le principe ici, à l'École démocratique de Paris, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, finalement. Et tout le monde est contraint par les mêmes règles. C'est quoi le postulat de base, en fait, qui justifie de créer, puisque cette école, elle est super jeune, elle a 1 an. Elle a 1 an, elle finit sa première année sa première année scolaire, ouais. Et c'est né de quel besoin, la naissance de l'École démocratique de Paris ? Personnellement, ouais. Moi, ça a été un besoin, un besoin de proposer à ma fille, qui a 6 ans aujourd'hui, un système différent, totalement différent, j'insiste, parce que entre le classique et les écoles démocratiques, il y a tout un pan qu'on appelle alternatif et qui, moi, me convenait pas, en fait. Et puis aussi un besoin personnel que de pouvoir continuer à avoir une activité professionnelle, en fait. Ce qui fait, le fait d'avoir décidé de créer cette structure où effectivement
tous les individus qui font partie, ce qu'on appelle nous les membres actifs, font ce qu'ils veulent de leur journée. Alors il y a une différence entre faire ce qu'on veut et faire n'importe quoi. On y fait ce qu'on veut, mais on n'y fait pas n'importe quoi. D'où cette notion de règles et de cadre qui fait que on évite tout individualisme, égoïsme et on respecte en fait ce collectif, on respecte l'autre et on respecte ce cadre et on est garant de ce cadre de liberté qui nous est donné à chacun. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une grande liberté qui est proposée, mais il y a aussi cette notion de vie collective qu'on doit respecter. Il y a un équilibre à trouver en permanence entre les deux, que ce soit avec les enfants, mais aussi avec les adultes, parce que tout le monde a les mêmes règles, en fait. Et l'idée est de se dire que on va tous apprendre ensemble et de manière autonome, ce que tu disais juste avant. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, tu sais, ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport au fondement de l'école, qui est que les enfants sont libres d'apprendre à leur rythme, etc., au nom de l'idée qu'ils seraient naturellement apprenants. Et donc les adultes n'exercent aucune forme de contrainte sur le libre épanouissement des enfants. Et en fait, si tu veux, il y a une articulation entre cette première conviction et la deuxième, qui est à l'origine, au fondement de notre école, qui est que les enfants et les adultes sont des égaux. Et que du coup les enfants sont des personnes à part entière. Et donc c'est là qu'on retrouve toute la force du caractère démocratique de notre fonctionnement, qui veut que, contrairement à un établissement scolaire traditionnel, ou d'ailleurs n'importe quel collectif de personnes, qu'il soit un collectif de production, qu'il soit la société dans son ensemble, a tendance à reproduire des mécanismes en fait de prise de décision qui tend à donner à une minorité de personnes réputées plus intéressantes, plus intelligentes, plus riches, etc. Donc ces personnes-là se voient attribuer la totalité des prérogatives de prise de décision, donc, au détriment des autres. Donc ils décident pour les autres. Alors qu'ici, justement, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on s'efforce de faire ici, c'est précisément de se doter de tous les outils qui nous permettent de décider collectivement de tout ce qui a trait à notre vie ensemble. Donc tu vois, on a un seul organe de décision ici, il s'appelle le conseil d'école, il se réunit toutes les semaines, le jeudi. C'est dans le cadre de ce conseil d'école qu'on va prendre toutes les décisions qui ont trait à la mise à jour du règlement intérieur, au déblocage de budget, au recrutement de nouveaux membres, d'ailleurs qu'ils soient adultes ou enfants. Donc ça c'est important aussi. On parle de membres ici, on parle pas d'adultes, on parle pas d'enfants. Personne ici dit les enfants, on va aller faire telle activité, ça n'existe pas. Donc l'exclusion, le recrutement, la décision de faire telle ou telle activité qui va concerner le collectif, etc., etc. Tu vois. Et donc de façon générale, en fait, ce qui infuse dans le collectif à partir de ce conseil d'école, c'est l'idée que rien ne s'impose aux enfants du simple fait qu'ils soient des enfants, soumis à l'autorité d'adultes qui seraient réputés mieux savoir ce qui est bon pour eux, si tu veux. Et donc à partir de là, t'as toute une mécanique qui se met en place qui permet aux enfants de s'approprier leur existence et de comprendre que ils ont leur mot à dire dans la façon dont on fonctionne, ils ont leur mot à dire dans le rythme qu'ils vont avoir, ils ont leur mot à dire dans tout ce qui les concerne eux en tant qu'individus, si tu veux, et aussi dans ce qui les concerne eux en tant que membres d'une collectivité. Et donc c'est là que tu vois, c'est intéressant de voir comment est-ce que notre école, elle permet aussi à des enfants de s'approprier pleinement cette notion de citoyenneté, cette notion de démocratie, de souveraineté, qui au passage sont quand même fondamentaux pour que notre société redevienne réellement démocratique et puisse se confronter aux défis qui vont s'imposer à elle dans les prochaines décennies, quoi. Peut-être je rajouterais aussi cette notion de responsabilité en fait. On est dans une société, en tout cas un des constats qu'on a pu faire tous les deux, c'est qu'on vit dans une société complètement irresponsable. Hein, on partage tous à peu près le même constat, mais foncièrement, en fait, on éduque nos enfants de manière totalement irresponsable. On infantilise les enfants. On infantilise ensuite les adultes dans le monde de l'entreprise. Et en fait, ici, cette notion, pour revenir à ce que tu disais, cette notion de liberté, elle est fortement liée à une notion de responsabilité. Pour être très clair, en fait, on abolit toute notion de hiérarchie dans cette école. Voilà. Il n'y a pas de différence entre un adulte et un enfant, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élève, il n'y a pas de sachant, il n'y a pas d'apprenant, et il n'y a pas d'autorité aussi. L'autorité, elle est partagée par tous. Et donc, d'où cette notion de responsabilité. On va demander autant de responsabilité d'être garant du cadre de liberté de cette école à un enfant de 10 ans un individu de 42 ans. Hein, c'est exactement la même chose. Donc ici, il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas de CPE, il n'y a pas de police. Voilà. Et c'est ça qui fait aussi la beauté. C'est-à-dire que ici, tu es libre et responsable. Et on apprend ce juste équilibre, même si nos membres viennent d'abord pour la liberté, ils apprennent aussi assez rapidement cette notion de responsabilité.
Et justement, il y a un reportage qui a été fait par Gabriel et Michel qui parle de tout ce fonctionnement-là propre à l'école et qu'on peut retrouver d'ailleurs en cliquant sur le lien. Et moi, il y a une question quand même, parce qu'on va mettre les pieds dans le plat à un moment donné, c'est est-ce qu'on apprend vraiment en laissant cette autonomie absolue? C'est ça aussi, c'est intéressant, c'est quand tu dis à l'autre, tu es responsable de ta vie en fait. C'est ça qu'on propose à nos enfants, que ce soit en non-scolarisation, en école démocratique, c'est tu es entrepreneur de ta vie. Et on te fait totalement confiance. Rien pas en disant ça, mais en le vivant, on voit qu'il y a un retour de ces individus-là qui prennent vraiment en considération cette liberté. Et chez nous, on peut voir que nos membres ne sont pas 8 heures par jour sur un ordinateur, en fait. L'avantage, c'est ce que tu dis aussi. C'est vrai que là, il y a quand même un environnement qui est assez stimulant. Donc, tu as la possibilité de t'ouvrir à toutes sortes de choses. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'entre cet apprentissage autonome en ville et l'autre, peut-être plus proche de la nature, le membre, justement, en question, n'ira pas vers les mêmes activités. Alors, sans parler de l'écran nécessairement, mais il y a une place de l'environnement qui est très forte dedans. J'avais bien envie de vous partager, je vous ai parlé d'un extrait, il y a beaucoup quand même de confusion par rapport au unschooling. C'est un concept qui est tellement compliqué, en fait ça demande beaucoup de travail sur soi pour le parent ou l'éducateur, et puis c'est constamment remis en question par la société. Puis du coup, je pense que tout comme quand on a envie d'être un parent plutôt bienveillant, on peut aussi aller trop loin dans le sens de laisser son enfant faire tout et n'importe quoi et déranger les autres. Et ça, c'est une confusion. C'est pas le unschooling et c'est pas la bienveillance, c'est clair. Et on peut aussi mal comprendre le unschooling et penser que c'est laisser l'autre gérer sa vie. Et en fait, il y a une Américaine qui s'appelle Sandra Dodd qui a un site où elle recense des écrits de plein de monde. Donc je vous lis un extrait. Donc Sandra parle sur la page strewing de son site. Donc strewing, ce serait semer en français. Oui, voilà, de semer, c'est-à-dire mettre sur leur chemin des choses en lien avec leurs intérêts ou qui pourraient les intéresser sans attente. Apporter des idées, des objets, des rencontres, des expériences, des possibilités de toutes sortes aux enfants, sans jamais les forcer, mais en proposant, parfois en conseillant. Pam Solution en parle ainsi. Je trouve que c'est super clair. Le unschooling est comme une danse entre des partenaires qui sont si parfaitement en phase l'un avec l'autre qu'il est difficile de dire qui guide. Les partenaires sont sensibles aux indications de chacun, aux petits mouvements, aux légers décalages, et ils réagissent. Parfois l'un dirige et parfois c'est l'autre. Le unschooling n'est pas s'asseoir et attendre que les enfants viennent nous voir avec des idées sur ce qu'ils veulent faire. Ce serait une approche beaucoup trop non interventionniste, passive. Les parents unschoolers sont très impliqués dans leur rôle d'offrir le monde à leurs enfants. Savoir quand faire marche arrière et quand intervenir et participer activement est un art. Et même quand les enfants sont occupés à poursuivre leurs intérêts de leur propre chef, les parents unschoolers sont attentifs et préparés à proposer des extensions ou des alternatives. Et une spectatrice demandait en salle, est-on toujours dans le unschooling si on propose un jeu à son enfant ? Ce qui est dingue, en fait, c'est vraiment aller beaucoup trop... Donc, et Claudia Renaud répond, mais je vous laisse consulter le livre. Découvrir la suite d'un livre. Ouais, mais justement, est-ce que c'est accessible à tous ? Par exemple, l'école démocratique de Paris, j'imagine que ça a un coût. Ça demande peut-être une implication de la part des parents aussi. Voilà, comment ça fonctionne, en fait ? Il n'y a pas une forme d'élitisme à un moment donné auquel on peut être confronté là-dessus ? Alors, l'école démocratique de Paris est une école privée hors contrat. Et en tant que telle, du coup, elle ne bénéficie d'aucune forme de subvention publique. Donc, elle s'en remet, à des financements privés pour pouvoir payer ses factures, son loyer, ses salaires, etc., etc. Donc, on facture des frais de scolarité qui sont pour l'instant de 5 550 € par an. Ce qui d'ailleurs est en dessous, en fait, déjà d'une part des écoles privées sur Paris, qui pour certaines d'entre elles vont jusqu'à 15, 20, 30 000 € par an, et qui sont même en dessous du coût moyen d'un enfant, de la scolarité d'un enfant dans le système public, qui est estimé autour de 8 000, 8 500 € par an. En fonction des niveaux, ça peut varier. Pour les gens qui sont en classe préparatoire, ça va au-delà de 10 000 €. Donc, coût pour les contribuables. Oui, c'est assez coût pour les contribuables, même, voilà. qui est transparent parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il est inclus dans les impôts qu'on paye, mais voilà, c'est un coût qui est conséquent. Donc les 5 550 € par an, c'est ce qui nous permet pour l'instant de tourner en tant que structure, parce qu'on est une structure associative donc qui a besoin de financement pour fonctionner. Après, ce qu'on a fait
ce qu'on a commencé à mettre en place déjà cette année, ce qui est quand même pas rien, puisque c'est notre première année d'existence, c'est des systèmes de bourse. Grâce à la générosité d'un certain nombre de mécènes qui nous accompagnent, pour des durées d'ailleurs assez longues, ils sont engagés sur plusieurs années, on a la possibilité, grâce à ces mécènes, d'accueillir des enfants dont les parents n'auraient pas les moyens de payer l'intégralité des frais. Donc là, c'est une première étape en fait dans notre travail qui consiste justement à rendre cette école totalement démocratique et totalement accessible à toutes les bourses. Aujourd'hui, juste pour info, cette année, on a eu 15 boursiers sur 40. Ok, c'est assez important. Donc ouais. Ce qui est quand même pas rien, oui, parce qu'on parle d'une école qui a ouvert en septembre, tu vois. Donc si tu vas chercher une école privée hors contrat qui ouvre en France, déjà en général elles n'ont pas de système de bourse, et d'autre part, si c'est le cas, ça arrive après plusieurs années d'existence. Donc là, cette possibilité qu'on a eue d'accueillir pratiquement une moitié de boursiers, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Avec des bourses qui vont de 30 à 80% de la prise en charge de frais de scolarité. Donc là aussi, c'est pas rien. Mais c'était foncièrement l'envie que vous aviez quand vous l'avez montré, en fait, ouais. si on s'appelle démocratique, on peut pas Évidemment, sinon ouais. on aurait mis école royaliste de Paris, tu vois. Mais foncièrement, effectivement, c'est un véritable souhait de notre part, voire un idéal, c'est-à-dire que d'être quasiment, nous on a l'objectif qu'on soit la première l'école privée hors contrat en France à être gratuite. Ça serait génial. Et là, on vous réinvitera pour avec plaisir, pour ouais. boire du champagne, parce que mais on pense en fait, parce que c'est outre les bourses, on développe nous des formations par exemple, c'est-à-dire qu'on dépoussière aussi le modèle économique d'une école privée. Aujourd'hui, on voit école privée, c'est école catho, en règle générale, école catho. Cher. Aujourd'hui, c'est plutôt école Montessori, cher. Voilà, donc on va parler de ce qu'il y a reportage aussi. Et nous, on est là pour se dire, mais attends, ok, il faut qu'on rentre de l'argent parce que on est avant tout, même si on est une structure associative à but non lucratif, mais on est quand même une entreprise. C'est-à-dire que là où on est, ça coûte de l'argent. On vit pas que d'amour et de démocratie. Tu vois, il y a des coûts. Mais par contre, on a la possibilité de redéfinir le modèle économique d'une école. Et à travers des formations, à travers la location de l'espace, à travers des conférences qu'on fait payantes, qu'on commence à faire payantes, à travers aussi le développement de partenariats avec des entreprises, parce que là, peut-être on l'abordera, mais l'entreprise aujourd'hui ne recherche plus des gens obéissants. Ouais, on a un très bon soutien, c'est un de nos parrains, s'appelle Michel Hervé, il est chef d'entreprise, 2800 collaborateurs, et il nous soutient totalement, parce qu'il croit en fait il est persuadé que les écoles démocratiques sont les écoles du futur. De toute façon, c'est évident qu'on ne peut pas demander à une personne qui a été dans un système où on exigeait de lui qu'il soit obéissant et docile de s'émanciper ensuite. Et cette expression de dire « think out of the box si on a toujours grandi dans l'idée de servir quelque chose, on ne peut pas s'en émanciper du jour au lendemain. Donc effectivement, l'apprentissage, il va se faire aussi tout au long de la jeunesse. Enfin, cette manière d'obéissance, ouais. En fait, on apprend l'obéissance et après on dit sois un libre penseur. Mais en fait, si je peux me permettre, parce qu'on parle beaucoup, le mot démocratique revient beaucoup. Et puis bon, moi j'ai toujours considéré que c'était le moindre mal, mais que c'était pas non plus idéal. Et pour ceux qui ont envie de créer une école, en fait, il y a vraiment plein de pistes. Il y a aussi des écoles consensuelles. Donc à Los Angeles, Play Mountain, et c'est très intéressant à rechercher parce que certains considèrent que c'est quand même dommage qu'il y ait une minorité qui soit insatisfaite et qu'on peut aller plus loin. Et alors, ça prend beaucoup de temps. Déjà, là, les conseils prennent du temps. Si on attend réellement, ils m'ont dit que ça peut prendre des jours, voire des semaines, mais qu'ils arrivent toujours à un consensus où il n'y a pas de minorité qui finalement est frustrée. Alors après, voilà, on peut aller tellement plus loin et c'est constamment évolutif. Peut-être que j'en avais parlé avec Ramin Farangui, qui est le fondateur de l'école dynamique à Paris, et pour lui c'était un peu utopiste, mais c'est des questions passionnantes, je trouve, autant en tant que citoyen que dès la petite enfance. Ouais, bien sûr. Et justement, alors on parle de cette école démocratique de Paris, du modèle de Sudbury Valley, mais il y a aussi pas mal de pédagogies alternatives qui ont émergé ces dernières années. Il y a d'ailleurs un reportage qu'on a fait avec Gabriel où on s'est rendu à Avignon pour découvrir une école Steiner.
où moi je trouvais que c'est très intéressant parce que il y avait une réelle attention, même s'il y a des professeurs et des élèves, il y a une réelle attention qui est portée sur chacun des élèves. C'est-à-dire que j'ai le souvenir déjà qu'en arrivant dans les salles de classe, le professeur allait saluer individuellement chaque personne par son nom évidemment, et tout l'apprentissage se faisait au travers du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment on était dans une petite classe et bon on le verra dans le reportage, mais pour apprendre la géométrie, ce qui est complètement abstrait, les enfants faisaient du tricot notamment. Et il y a énormément de jeux qui permettent de passer d'abord par quelque chose qu'on conceptualise avant d'aller vers l'abstraction. Et je trouve ça quand même super intéressant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, parce que du coup vous n'êtes pas dans ce modèle-là, mais En fait, on voit qu'il y a une envie en tout cas globalement. On l'englobe, c'est-à-dire que de fait, ce qu'on appelle nous apprentissage autonome et informel, c'est ça. C'est si tu fais du tricot non pas parce qu'un professeur t'a dit on va faire du tricot pour apprendre la géométrie. On dit juste tu fais du tricot parce que tu éprouves un intérêt. Super, tu fais du tricot. Et en faisant du tricot, on est persuadé qu'il va faire de la géométrie. Point. Mais on cherche pas qu'il fasse de la géométrie. La différence peut-être, c'est qu'on aiguille. Voilà, on ouvre une voie. Un jeu de mots avec le tricot. Ouais, voilà. Non mais c'est ça. C'est qu'on ouvre un peu la voie pour qu'ensuite on puisse le faire. C'est de la suggestion, je pense, pas mal. Moi, après, nous, vraiment, je pense qu'il faut laisser la place à toute approche dans le paysage éducatif français. Donc, foncièrement, Steiner, Montessori et autres ont toute leur place, en fait. Nous, ce qui fait la différence, c'est qu'on n'a pas de pédagogie, en fait. Voilà. On n'a pas de pédagogie, et c'est-à-dire qu'on n'a aucune intention vis-à-vis de nos membres. C'est simple. Il n'y a aucun objectif, on n'a pas vocation à avoir une mission de leur apprendre à lire, écrire ou savoir faire de la géométrie ou des mathématiques en fait. On est toujours pareil, persuadé qu'ils l'acquerront au moment voulu et quand ils en auront besoin. Voilà. Et donc ça aide beaucoup à ce rapport égalitaire entre les individus et quel que soit leur âge. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à être des encadrants, à être des éducateurs, à être des professeurs, même alternatifs. Voilà, on est des gens qui avons un savoir, mais comme les enfants ont aussi un savoir, et on est tous dans ce lieu où on apprend chacun des uns des autres, et surtout on laisse l'autre apprendre ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Voilà. En fait, tu as un gradient, tu vois, qui part de l'école qu'on connaît, traditionnelle, classique, qui est donc celle de la pédagogie qui s'applique à tous les enfants, sans tenir compte de leur rythme. Après, tu vois, si tu déplaces un peu le curseur, tu arrives du coup à Steiner, à Montessori, etc., où du coup la pédagogie s'adapte à l'enfant, mais reste une pédagogie quand même, avec un respect de son rythme, etc., ce que tu disais, la bienveillance. Et tu vois, du coup, si tu tires encore un petit peu, tu arrives à nous. Et nous, c'est l'abolition de la pédagogie. Pédagogie au sens étymologique du terme. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est pas une école alternative, c'est une alternative à l'école. C'est ça en fait. Ouais, parce que dans pédagogie, ça traduit bien le. Ouais, c'est ça. Parce que dans pédagogie, qu'est-ce que tu as étymologiquement? Tu as paidos, donc c'est l'enfant, et tu as gogia, qui veut dire guider, tu vois. Et nous ici, on ne guide personne en fait, tu vois. Cette notion de guider un enfant vers un objectif dont on considère qu'il est vital pour lui, parce qu'on pense que voilà ce qu'il faut qu'il apprenne, voilà ce qu'il faut qu'il n'apprenne pas, etc., etc. Ici, ça n'existe pas, tu vois. Dès sa naissance, l'enfant est réputé être l'égal de l'adulte, tu vois. Et donc à partir de là, ça induit un fonctionnement qui, par définition, exclut toute forme de pédagogie. Donc c'est ça qui fait la différence avec des écoles qui d'ailleurs font des choses intéressantes, tu vois. Moi, je trouve ce que tu disais par exemple sur l'approche pour le coup éducative de Steiner, qui part du concret pour aller vers l'abstrait. D'une certaine façon, tu vois, ça, ce que disait David tout à l'heure, ça ressemble à ce qu'on fait là, si tu veux, cette espèce de renversement dialectique du rapport entre l'abstrait et le concret. Parce qu'il y a plein de choses en fait à l'école qu'on rejette parce qu'on nous les apprend. Quoi, c'est ça, la géométrie, les maths, la biologie, etc. Il y a plein de choses en fait qu'on nous apprend en partant en fait de l'angle de l'abstraction, et du coup en fait ça suscite un rejet. Enfin moi ça m'est arrivé. L'excès inverse, c'est que donc ça reste quand même du dogme à appliquer à tous les enfants. Et donc par exemple chez Steiner, Steiner considérait que c'était nocif d'apprendre à lire et à écrire aux enfants avant l'âge de 7 ans. Et donc, théoriquement, et puis j'ai rencontré une enseignante Steiner qui m'a dit que ça lui avait posé des problèmes dans sa vie professionnelle. Si un enfant de 3 ans ou 4 ans lui pose une question en lien avec l'écriture ou la lecture, dans l'école Steiner où elle était, qui était stricte sur ce dogme-là,
elle n'avait pas le droit d'y répondre. Et pour elle, ne pas avoir le droit de répondre à la question automotivée d'un enfant était complètement contre-instinctif et elle a fini par changer de métier. Peut-être dans un exemple extrême là. Je suis pas sûr que ce soit assez représentatif. En tout cas, ça n'est pas. En fait, ça fait partie de la théorie de Steiner. Mais comme vous nous interviewez tout le matin, je me réfère au livre parce que mon cerveau n'est pas encore tout à fait accroché, mais les innovateurs de l'éducation comme Freinet, Steiner, Montessori étaient constamment en mouvement, en recherche. À leur mort, leurs travaux deviennent souvent des dogmes, des méthodes figées à suivre à la lettre pour tous les enfants. Et c'est là le souci. S'ils étaient vivants, mais ça aurait encore évolué considérablement. Et d'ailleurs, les inciter à ce qu'elle évolue eux-mêmes. À remettre en question les choses. Moi, j'ai donné je vais pas donner d'exemple parce que je j'ai pas envie de cracher sur d'autres institutions. Je pense que non, je vais pas le faire. Mais je voudrais revenir au coût tout à l'heure parce qu'on a parlé du coût financier, mais en fait pour les parents, il y a un autre coût en fait, qui est un coût émotionnel. C'est-à-dire que ici, les parents, en fait, ils doivent faire totalement confiance à leurs enfants en fait, et ça génère des peurs énormes. C'est-à-dire que quand on leur dit il n'y a pas d'encadrant, il n'y a pas de guide, votre enfant il va évoluer, il va s'épanouir à son rythme. Nous, c'est en fait on est super terreau et l'enfant c'est la petite graine et on met la petite graine et elle va pousser. Vous inquiétez pas. Alors là, il y a un truc qui se crée. On projette un peu toutes nos envies, nos désirs sur on projette nos enfants. nos envies, mais on a aussi tout ce conditionnement d'adulte où pour réussir, il faut avoir son bac, il faut faire des études supérieures, etc., etc. Il faut savoir lire, écrire, compter, mais on pense pas que on peut lire, écrire, compter d'une autre manière. Donc il y a ce coup où, en fait, effectivement, moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup comment dire, je suis redevable à ces parents qui décident de sauter en parachute en fait. C'est un saut en parachute qu'on leur demande de faire avec beaucoup de courage parce qu'ils sont obligés de dépasser leur peur, de travailler sur leur peur. Et ça je trouve que c'est aussi intéressant, c'est que à partir de ce qu'on peut appeler éducation, il y a quelque chose qui va faire tache d'huile en fait. C'est-à-dire que foncièrement, tous les parents qu'on a dans cette école travaillent sur eux en fait, et que ça a un impact. Je suis persuadé que ça a un impact dans leur vie familiale, parce que un enfant qui a le même droit d'expression, de proposition et de décision à l'école, je pense qu'à la maison, en tout cas moi, qui est ma fille, elle se laisse pas faire à la maison, quoi. Elle se laisse pas faire dans le sens où elle a un esprit critique qu'elle a développé. Elle ose s'exprimer, elle ose dire papa, je suis pas d'accord avec toi. Papa, t'as pas le droit de m'imposer quelque chose. De quel droit tu fais preuve d'autorité? Donc j'imagine que dans toutes les familles, c'est un peu comme ça. Donc ça a un impact. Et c'est comme ça. Et puis ensuite, l'adulte qui va être dans l'entreprise, et c'est comme ça qu'on peut recréer une nouvelle société, en fait. Bon, en tout cas, humblement, c'est ce qu'on voudrait qui se passe. Et qu'est-ce qui devient après d'ailleurs pour ces enfants? On se pose la question. Je crois que tu en parles très bien justement dans ton film, Être et devenir. Voilà, c'est quoi la suite? Est-ce qu'ils arrivent à s'intégrer dans la société? Est-ce que certains décident de passer le bac peut-être? Qu'est-ce que ça donne lorsqu'ils sortent de... Finalement, Peter Gray, encore une fois, est une super référence pour ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites en France, mais dans les pays anglo-saxons, oui. Et donc, Peter a recherché aussi bien à l'issue de Sudbury que du unschooling. En fait, il a retrouvé toutes les catégories de métiers représentées dans les jeunes qui avaient évolué de cette façon-là. Donc, en fait, finalement, au final, le choix du métier, enfin, tout va rester possible, évidemment, puisque si on décide d'aller à l'université, on va avoir besoin du bac, donc on va se donner les moyens de le passer, parce qu'on veut être vétérinaire ou pilote, et que c'est inconcevable de l'être sans passer par ce système-là. Donc on va apprendre des codes, c'est vraiment des codes. Je connais un garçon qui est dans le film, qui s'exprime pas, mais c'est le petit frère d'Océane, qui était à l'époque justement à l'université. Lui, quand il a décidé... C'était lui ou Hugo, son grand frère? Ils sont 7, alors c'est compliqué dans cette famille. Mais l'un des frères, quand il a décidé de passer le bac, en fait, il aimait beaucoup la biologie et il a eu, je crois, 3. Et donc, il a trouvé ça très étrange. Il est allé demander sa copie. Et il a montré un copain qui, lui, était passé par le système scolaire en lui disant « Mais c'est quoi le problème ?» Et son copain lui a dit « Mais en fait, la réponse est bonne.
mais le chemin, tu l'as complètement inventé, donc il te manquait les codes, et puis on attendait ça de toi. Donc en fait, il a potassé littéralement les codes, et puis il a eu une très bonne note l'année suivante, et il l'a eu. C'est un travail intensif de quelques en fait, dans mois. lequel on est confronté après. Mais si c'est un besoin, Mais c'est par choix. voilà. En fait, ici, on dit, quand les parents nous disent, est-ce que nos enfants vont pouvoir passer le bac? Alors on dit, s'ils veulent, en fait. À la différence du monde classique, où moi, par exemple, ma mère, je savais pas quoi faire de ma vie, ma mère, elle dit, mais passe ton bac, tu verras après, quoi. Et puis après, après avoir passé mon bac, toi aussi, hein. Ici, c'est vois d'abord et passe ton bac éventuellement. C'est-à-dire que si t'es pas motivé, si t'es motivé pour passer ton bac juste pour faire plaisir à papa ou maman ou parce que tout le monde fait la même chose, par pression sociale, foncièrement, là, t'as besoin d'un système classique où tous les jours, on va te contraindre dans un emploi du temps et dans des matières pour arriver à atteindre ce fameux Graal, parce que c'est encore considéré comme ça. Alors qu'ici, si t'es motivé, ce n'est qu'une ça, mais pas motivé pour passer le bac, c'est motivé pour autre chose. Là aussi, on a une membre qui a réellement envie de faire Sciences Po. Donc, elle a aucun problème pour réviser son bac, en fait. Oui, elle Parce a la que le bac n'est motivation qu'une intrinsèque, simple formalité pour aller vers ce qu'elle souhaite faire comme études supérieures, c'est-à-dire Sciences Po. Et franchement, elle n'a même pas besoin de nous, en fait, pour réviser son bac. Elle a besoin de personne. Elle se débrouille, elle trouve ses propres moyens, elle est autonome et ce qui nécessite de la motivation, en fait. Oui. D'ailleurs, tu sais, une partie qui m'a interpellé dans le film de Clara, c'est quand vous interviewez la personne qui travaillait pour une université américaine et qui disait, mais nous, on reçoit des enfants qui ne sont pas scolarisés et ça nous intéresse vraiment parce que ça fait des livres penseurs, ils ont une certaine fraîcheur qu'on ne retrouve pas chez les élèves qui ont suivi un parcours traditionnel. Et donc, quelque part, ça intéresse les grandes écoles ou les... je ne sais plus à quelle école c'était. Elle était... Harvard. Elle était à Brown. Elle était associate dean, donc correctrice de Brown pendant, je ne sais plus, 12-13 ans, tout en ayant 5 unschoolers qui ont fini par tous aller à l'université, en fait. Et en fait, ce qu'elle disait aussi, c'est qu'ils sont là parce que c'est leur choix. Ils se sont donc donné les moyens, et c'est pas parce que c'est ce qu'on attendait d'eux dans un parcours sans faute et qui faisaient ce qu'on attendait d'eux, pour répondre aux attentes des autres. Donc ça fait une énorme différence. Et elle disait que souvent ils deviennent copains avec leurs enseignants parce qu'ils ont tellement de questions. Et les profs, c'est génial pour eux, quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui est pas juste là parce que c'est ce qu'on attend de lui. Et donc, finalement, il y a tellement de questions qui finissent par aller prendre un café, puis ils deviennent amis, ils créent réellement des liens, parce que voilà, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de continuer la conversation. Ils deviennent des sortes de mentors, voilà. quelque part. Et c'est gratifiant pour les profs. Parce que le fin mot de l'histoire, en fait, si tu veux, c'est qu'elle, l'école telle qu'on la connaît, si tu veux, elle te prépare pas à aller vers ce qui te plaît, en fait. C'est-à-dire que tout ton parcours scolaire, il est conditionné par ton niveau, en réalité. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en terminale, 6 mois avant le bac, je savais pas trop qu'est-ce qui se passait après. Et donc, je suis allé voir les conseillers d'orientation avec mes parents, etc. On s'est posé et ils nous ont dit, voilà la palette de choix que vous avez. Donc, c'est quoi ton niveau? Donc, je leur ai montré mes bulletins, etc. Ils m'ont dit, mais toi, il faudrait que tu fasses une prépa. Et en fait, c'est comme ça que, du coup, en déroulant le fil de la pelote, tu te retrouves en école de commerce. En fonction de ton concours, tu auras HEC ou tu auras une autre école. Et puis ensuite, du coup, quand tu seras dans l'école, on va te dire la même chose pour les métiers. Tu vois, on va te dire, toi, t'as fait une grande école, donc voilà les 4 métiers que tu peux faire. Tu vois, conseil, audit, finance, etc. Tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, on naturalise le fait que tu passes ton existence, on prend par la main, et toi, toute ta vie, elle se résume simplement à te mettre en conformité avec les attentes de quelqu'un d'autre, tu vois. Et l'attente n'est pas forcément liée à ton épanouissement. Par exemple, on avait une jeune spectatrice de 20 ans en salle qui nous disait qu'elle avait dit à la conseillère d'orientation qu'elle avait envie d'être paysagiste, de travailler en lien avec la nature, et elle l'avait fortement déconseillé en disant que c'était pas du tout un métier lucratif, et elle avait orienté sur autre chose, sur le quoi elle a passé 6 mois pour se dire finalement, mais qu'est-ce que je fais, c'est ma vie. Et ça a un impact, sur effectivement sur notre vie d'adulte. Aujourd'hui, en France, ça c'était mon ancien métier, travailler sur le bien-être au travail. Aujourd'hui, il y a 87% des salariés en France qui se sentent désengagés dans leur métier, en fait. Et une des principales raisons, c'est la nature du travail, la nature même du travail. C'est-à-dire que les gens, en règle générale, font des métiers qu'ils n'ont pas choisis.
Donc après on compense, et c'est ça aussi. Il y a tout un, je pense que il y a tout un enchaînement, c'est qu'on compense par, ok, ça me plaît pas, alors comment je vais compenser? Je vais gagner. Il faut que je gagne le plus d'argent possible. Tu vois, ou il faut que je monte le plus haut possible dans la hiérarchie. Tu vois, j'ai le plus de pouvoir. Et il faut que j'ai pas qu'une voiture, il faut que j'en ai 2. Il faut que j'ai les derniers écrans plats, il faut que j'ai les derniers smartphones. Donc cette société de consommation, elle est intimement liée à ce mal-être intérieur, à ce manque d'alignement entre sa nature profonde et ce qu'on fait dans la vie. Et effectivement, l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a pas vocation à te faire découvrir à t'émanciper. Elle a, juste peut-être pour petite historique rapidos, mais l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est somme toute très jeune en fait. C'est 19e siècle, c'est l'époque de la révolution industrielle, où donc on est passé d'une société agraire à une société industrielle de production et de consommation, avec un fort besoin de main d'œuvre. On parle de ressources humaines. C'est ça. Et donc qu'est-ce qu'on avait? On avait des paysans qui étaient illettrés, etc. À qui on devait apprendre à lire quelques consignes et à obéir en fait, à obéir à un contremaître qui lui-même obéissait à une personne supérieure, etc., etc. Donc l'école, elle a été faite pour créer des soldats. Pour créer des soldats. Bah oui, puisqu'en plus c'était à peu près l'époque avec pareil, il y a pas mal de guerres à cette époque-là. Donc c'était créer des gens obéissants, des gens dociles, qui savaient respecter des consignes claires. Et voilà. Et en fait, cette école-là, c'est l'école qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Elle n'a pas foncièrement bougé, à part... C'est l'école de la Troisième République, ouais. Voilà, à part quelques programmes ou changements dans les rythmes scolaires, elle n'a pas changé. Alors que le monde, lui il a évolué, mais et il évolue de manière exponentielle depuis les années 90. Donc c'est là où il y a un total décalage, et un décalage de plus en plus grand, en plus, entre la structure école et la société, le monde tel on parle là de l'école de l'éducation nationale. On parle de l'école l'école publique, oui. Et il y a un autre point aussi qu'on a assez peu évoqué, c'est que on parle souvent d'échec scolaire chez l'enfant, avec tout ce système de notation, de comparaison permanent dans lequel on est. Ou d'enfants à problème. Tu vois, nous on a beaucoup on a peut-être tous déjà été confrontés nous-mêmes quand on était plus jeunes, et puis tu te dis mais bon qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi? La société, enfin je rentre pas dans ces cases-là, et ça bride nécessairement. On finit journaliste alors, c'est ça? On finit journaliste du coup. On regarde trop la télé quand on est jeune, on finit journaliste. Ouais. Non, c'est ça, on a des mauvaises on fait journaliste. Ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, l'échec scolaire et la réussite scolaire sont les deux faces d'une même médaille, si tu veux. Qui est ce que je te disais tout à l'heure, la mise en conformité de l'enfant avec les attentes de l'adulte. Donc dans un cas, ça marche, et donc tu es un gentil petit soldat qui obéit et qui arrive à se mettre en ligne, en rang, et dans l'autre cas, ça marche pas. Mais de toute façon, c'est problématique, si tu veux. Et c'est précisément la prise de conscience du fait que même pour les gens qui réussissent, pour qui ça marche, la vie qui arrive après l'école, c'est une vie d'aliénation, d'asservissement, d'obéissance, etc. C'est ce constat qui m'a poussé à me dire mais il y a un truc qui va pas avec cette école, tu vois. C'est-à-dire que je savais déjà, on le sait tous assez vite d'ailleurs, qu'il y a toute une portion de la population qui est mise à l'écart par ce système scolaire parce qu'elle n'a pas les bonnes notes, parce qu'elle n'y arrive pas, etc. Mais on n'arrête pas de nous vendre cette histoire de la méritocratie et qu'à la force de ton travail, tu vas pouvoir y arriver parce que tu auras une bonne note et tu auras une école. Et moi, c'est précisément le fait d'être dans cette portion-là de la population et d'être malheureux malgré tout qui m'a fait me poser la question. Oui, mais ce qui est vachement intéressant, excuse-moi, mais c'est pas parce que tu as des bonnes notes. En fait, une spectatrice, ça fait 3 ans qu'on tourne avec le film, que j'en ai rencontré une jeune fille de 23 ans qui nous disait en public, et souvent c'est des gens qui sortent du placard, qui disent des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne, ils disent à des inconnus en public, c'est super émouvant, qu'elle souffrait encore aujourd'hui du syndrome de la bonne élève, et qu'elle passait sa vie à faire plaisir aux autres. Mais comme elle était première de la classe, personne ne supposait qu'il y avait un problème. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin qui est sorti qui s'appelle La révolte des premiers de la classe, que je conseille, parce qu'il est génial en fait. Il parle justement de tous ces gens qui avaient des super notes, qui étaient vraiment, qui cochaient toutes les cases de la réussite, scolaire, sociale, etc., et qui se rebellent en fait, tu vois, parce que ils ont des métiers à la con, parce que ils s'ennuient, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont pas le temps de voir leurs enfants, parce que tu vois, ils ont juste pas le temps de vivre en fait, tu vois. Mais tu parlais des possibilités de faire ce choix, et donc David avait répondu par rapport au coût de l'école, et moi je t'ai pas répondu en fait.
Ce qui se passe, c'est justement que c'est un choix de vie global et que, bon, forcément, il va falloir passer plus de temps avec tes enfants. Donc, a priori, les gens qui vont faire ce choix ne seront pas forcément des gens pour qui la priorité est la carrière et accumuler des richesses, parce que ça va être incompatible. Alors, tu payes quelqu'un et tu délègues. Tu payes quelqu'un pour être le parent à ta place. Mais forcément, on va passer plus de temps, mais ça ne veut pas dire que tu vas être tout le temps avec ton enfant, bien au contraire. Est-ce que ces expériences, justement, permettent de récupérer des savoir-faire qui se perdent avec l'uniformisation de l'école ou des métiers qui se perdent? Est-ce que les enfants font revivre ça, ou même les parents? Bien sûr, ce qui est très touchant, c'est que nous, on a tendance dans notre société quand même à séparer les aînés des petits et mettre certains dans des maisons et pas du tout au même endroit que les petits. Et donc du coup, dans la vie, dans le life learning, le unschooling, du coup, il n'y a plus cette séparation. Et donc l'enfant, déjà tout petit, il a des questions, des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux des parents. Donc même si les parents sont cultivés ou qu'ils ont fait de hautes études, ils n'ont pas les réponses. Donc les enfants sont très forts pour se trouver un réseau de mentors bénévoles, et ça passe souvent par un grand-père retraité qui vit dans l'immeuble et qui est lui aussi passionné de menuiserie, d'astronomie, de jardinage, va savoir. Et donc ils passent du temps ensemble et ils développent une amitié, et ça recrée du lien entre les générations. Et c'est vraiment ça aussi le unschooling, c'est le lien. Et c'est vraiment très 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 fort, parce que du coup, ça, pour quelqu'un qui est passionné par quelque chose et que la société est un peu isolée parce qu'il est retraité, tout d'un coup partager ça avec quelqu'un et ces amitiés qui sont des amitiés sincères et véritables, parce que les amitiés se font par affinité et pas par tranche d'âge. Donc un petit garçon me disait l'autre jour qu'il avait passé l'après-midi avec son copain, et il me racontait, c'était super intéressant. Et puis au bout d'un moment, par habitude, je lui dis: il a quel âge ton copain? Il me dit 86 ans. C'est magnifique. Ouais. Et justement, je reviens sur ce que tu dis, c'est que cet apprentissage-là, il se fait collectivement. Enfin, l'implication des parents est énorme dans ce choix-là de vie au quotidien, dans ce qu'ils vont insuffler. Et ça me fait rebondir un peu sur ce principe d'éducation populaire à travers les fourmis vertes, où on va aller dans les banlieues pour sensibiliser à l'écologie, là pour le coup, mais on s'adresse à tous les âges, en fait. Et oui, une personne formidable en banlieue qui s'appelle Marie-Noëlle Bott, qui a créé en 2009 une association qui s'appelle les Fourmis Vertes. Je l'adore vraiment, et j'ai la chance de temps en temps d'intervenir auprès d'elle, en fait. Et donc, que fait Marie-Noëlle? Donc, elle a plein de... Déjà, c'est une autodidacte aussi. Elle était destinée à être designer. Elle a fait des tonnes de choses très modernes. Elle a construit plein de choses, des voitures, des lunettes. Et à un moment donné, changement de vie, c'est pas du tout pour moi. Et donc, elle a utilisé toute sa créativité, toute son intelligence et son autonomie pour créer cette école cette association qui fait de l'éducologie, de l'éducation à l'écologie et son territoire. Elle pourrait le faire partout, mais en fait, elle va en banlieue, au cœur des cités, pour 60 à 70% de ses interventions. Et donc, elle se met au milieu de la place avec son camion, elle gonfle sa petite tente comme ça, qu'elle a fait elle-même. Voilà. Et puis, la population au préalable a été avertie par un affichage qu'elle arrive. Et quand elle arrive, elle monte son petit matos, tout le monde voit qu'elle est là, et les gens descendent. Les gamins, les ados, les mamans, les papas, et ça circule à fond. Les gens en profitent pour parler énormément. Tout le monde a une anecdote. Alors, évidemment, elle a un petit parcours comme ça, pédagogique, que moi j'ai appris. Hein. Alors, normalement, tu commences comme ça, et puis après, tu les amènes à ça. Ça va leur poser des questions sur la matière, et d'où ça va, et comment ça peut se transformer, et quelle est la part de créativité que vous aussi, messieurs, dames, vous pouvez avoir. Mais évidemment, ça part toujours dans tous les sens. Et donc, quelquefois, on revient un petit peu parce qu'on a envie de donner tel contenu ou les interroger. Et donc, c'est d'une richesse, d'une rencontre, parce qu'au final, au début, on peut être 5-6, mais à la fin, on est toujours 30, 40, ça circule dans tous les coins, tout le monde a une... Et puis, en plus, c'est il y a énormément de... Ah, mais moi, ma grand-mère au Maroc, elle faisait ça, etc. Et donc, ça permet à toute une population vraiment de discuter. Je ne peux qu'en parler avec enthousiasme. Justement, c'est le lien avec cet apprentissage permanent dont vous parlez, à travers l'école, et qui s'arrête jamais, en fait. Parce qu'il y a la rupture au moment de l'école traditionnelle qu'on a, et là, ça va dans cette philosophie-là, qui est de se dire, on va apprendre en permanence. Pour le moment, les écoles démocratiques vont environ de 3 à 20 ans, mais il commence à exister, surtout dans les pays anglo-saxons, des learning centers, des centres d'apprentissage où théoriquement, ça pourrait aller de la naissance à la mort. Et en fait, on a déjà, c'est maintenant courant même en France, des espaces de co-travail.
Et ce que me disait Naomi Aldort, c'est qu'elle imaginait très bien, en fait, juste à côté, avoir des espaces de co-apprentissage, où ce soit fluide finalement. Le jeune qui a besoin d'aller travailler sur un logiciel qui est sur un ordi à l'espace de co-travail peut tout à fait y aller. Et le parent ou l'aîné qui a envie d'apprendre quelque chose, évidemment qu'il est bienvenu pour apprendre à l'espace de co-apprentissage. Donc tout ça finalement, c'est des bibliothèques puissance 1 million. Où tout est possible et où il n'y a pas d'âge pour... voilà, c'est pas parce qu'on a 17 ou 18 ans ou 20 ans qu'on a arrêté d'apprendre. Comme Arnaud Stern le dit dans le film, je suis bien content à 80 ans d'avoir encore des choses à apprendre et que j'ai envie d'apprendre, sinon ce serait quand même dommage. C'est la vie, qu'on est programmé pour apprendre depuis la naissance jusqu'à notre mort. Et je pense que c'est une très bonne morale d'ailleurs pour clôturer un peu ce débat, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on discute, mais c'est effectivement ça, faut pas oublier d'apprendre en permanence et d'avoir envie d'apprendre, quel que soit l'âge, quelles que soient les choses, que de toute façon il y en a des milliards des choses à apprendre, et comme nous on pourrait prendre encore beaucoup de temps pour en discuter. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine discussion. On est en train d'apprendre ensemble. Exactement, on apprend ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Clara. Et donc, il y a ce DVD qu'on connaît maintenant quand même pas mal, qui est Être et devenir, puis ce livre. Et le VOD qui est sorti aussi pour le livre et le VOD sont sortis pour les 3 ans du film en salle. Donc maintenant, il y a tout, c'est complet. Merci à vous deux, Yazid et David, d'avoir pris le temps de nous expliquer le fonctionnement de cette école démocratique de Paris. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission des gens qui s'aiment. Au revoir. À bientôt.